Bienvenue à tous et à toutes. Mon nom c'est Erika, je travaille comme animatrice communautaire à l'Institut Tamarack et j'aurai l'occasion de me présenter en plus de détails avec mon collègue Jorge. Donc, avant de commencer, on va commencer en fait le webinaire avec une reconnaissance territoriale. Donc, comme vous savez peut-être, l'Institut Tamarack travaille à l'échelle du Canada, partout au pays. Et ce territoire, connu sous le nom de l'île de la Tortue en Amérique du Nord, abrite depuis des temps immémoriaux les ancêtres des Nations, des Métis et des Inuits. Donc, on aimerait reconnaître que sur ce territoire, les peuples autochtones ont subi une oppression historique et continuent d'endurer les injustices qui résultent en grande partie du manque de responsabilisation des personnes non autochtones. Pour ma part et aussi du côté de Jorge, nous sommes situés plus spécifiquement à Tiohtià:ke, connu sous le nom colonial de Montréal. On est notamment sur la rive sud de Montréal, qui était les territoires de chasse de la communauté de Kahnawake, qui est les gardiens et gardiennes de ces territoires, de ces terres. Et à l'Institut Tamarack, on souhaite travailler avec et auprès des communautés autochtones et aussi de diverses communautés. Euh, qu'on dit en quête d'équité pour rectifier les injustices historiques et contemporaines qui existent sur ce territoire. Donc, en plus de la reconnaissance territoriale, à l'Institut Tamarack, on fait aussi une reconnaissance d'ascendance africaine. Et ça, cette reconnaissance a été adaptée avec la permission de la Fédération des Canadiens et Canadiennes noirs. Et donc, on aimerait reconnaître que ceux et celles qui se sont installés ici sur ces territoires comme personnes migrantes dans cette génération et aussi des générations passées, et ceux et celles qui sont arrivés involontairement sur ce territoire, en particulier qui ont été amenés sur ces terres à la suite de la traite transatlantique et de l'esclavage. Donc, on aimerait rendre hommage aux ancêtres d'origine et de descendance africaine. Et vous allez voir que à travers le travail qu'on fait à Tamarack, c'est vraiment transversal, ces enjeux d'équité et d'inclusion, et on travaille auprès des communautés noires, autochtones et racisées partout au pays. Donc, qui est dans la salle? On aimerait bien apprendre à vous connaître. On est un petit groupe aujourd'hui, mais comme on l'a mentionné, ce webinaire va être enregistré, donc on va pouvoir aussi diffuser ces informations plus largement. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez partager dans la boîte de clavardage votre nom, votre organisation ou affiliation et d'où vous nous rejoignez aujourd'hui, que ça soit la communauté, le nom de votre ville, communauté ou ce que vous souhaitez partager. Puis on a une petite question brise-glace si jamais vous souhaitez y répondre. Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment dans votre communauté? Donc, merci à toutes ceux et celles qui sont présentes avec nous. On va vous laisser le temps d'écrire dans le clavardage si vous le souhaitez. Et entre-temps, on va se présenter, je crois bien. C'est bien ça, Jorge, à la prochaine Oui, diapo. Donc, oui, comme je l'ai mentionné plus tôt, mon nom c'est Rika. J'utilise les pronoms elle, le pronom elle, et je suis animatrice communautaire dans l'équipe des réseaux en faveur du changement à l'Institut Tamarack. Et je vais passer le micro à mon collègue Jorge. merci beaucoup de participer à notre webinaire aujourd'hui. On est très content de pouvoir partager quelques réflexions avec vous concernant notre travail à l'Institut Tamarack. Donc, on a préparé cet ordre du jour qui va faire les points sur quelques éléments importants qui donnent grosso modo une perspective par rapport à notre travail. On va commencer avec notre histoire à l'Institut Tamarack et notre approche ancrée dans les changements territoriaux. On a aussi quelques réflexions concernant notre impact en action, ainsi que quelques réflexions concernant nos engagements et activités à venir. Et donc, ça serait un excellent moment de vous inviter aussi à réfléchir lorsqu'on parle de ces engagements et à réfléchir dans la façon dont vous aimeriez participer et collaborer dans le cadre de nos réseaux en faveur du changement. Et on aura aussi un moment pour des questions et des discussions. Et étant donné qu'on a un petit groupe, donc, on aimerait allouer le plus de temps possible pour avoir ces échanges en profondeur avec vous et aussi apprendre un peu plus par rapport à votre travail. Et si jamais s'il y a d'autres des opportunités de collaboration, on aimerait vraiment vous entendre. Mais bon, c'est ça pour l'ordre du jour. On a aussi donc
notre prochaine diapositive sur l'histoire de Tamarack. On aimerait, comme je l'ai dit au début, partager quelques réflexions concernant notre chemin parcouru au cours de ces années. Euh, Notre raison d'être, Tamarack existe, comme vous le savez, peut-être pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes économiques, sociales, liées à l'iniquité éducative et celle de nos relations avec la planète. Notre approche est basée sur les territoires. Et on reconnaît les communautés comme actrices du changement et nous développons les capacités de collaboration, de leadership collectif, d'engagement, d'innovation, d'évaluation d'impact et de développement communautaire axé sur les forces. On célèbre les forces. On croit que cette célébration de forces nous permet de se reconnaître les uns et les autres et de trouver des façons de collaborer. C'est sûr que notre chemin en va jusqu'à 2001. Donc, nos débuts sont vraiment ancrés à l'échelle locale. Euh, en ce moment-là, on a lancé Communauté éradiquant la pauvreté. Et en 2026, on est très fiers de célébrer la durée et la force de nos ressources pour le changement. On a Communauté éradiquant la pauvreté, qui bien sûr est ici depuis 2001. On célèbre aussi 10 ans de Communauté bâtissant l'appartenance. On célèbre aussi entre 5 et 6 ans aussi pour nos autres réseaux, et Communauté bâtissant l'avenir des gens et Communauté pour la transition socio-écologique. Mais à ce moment-là, en 2001, il n'existait aucun plan de lutte contre la pauvreté à l'échelle des collectivités. Donc, c'est ça qui nous a invités, ces points d'inflexion nous ont invités à faire une réflexion sur la façon dont on peut inviter les gens parmi différents secteurs à collaborer et développer des plans, des actions concrètes, mener à réduire mener à réduire la pauvreté. À ce moment-là, euh, la table ronde de Hamilton sur la réduction de la pauvreté était un exemple. C'est sûr qu'à Montréal, il y a aussi la coalition Montréal, les étapes de quartier, le travail du projet d'impact collectif. Et c'est vraiment dans ce même esprit qu'on a collaboré aussi partout le Canada, en Ontario, mais aussi en Alberta, Manitoba, etc. Dès le début, on a donné nos priorités aux stratégies territoriales, comme à travers les revenus viables. À travers l'État, on a mobilisé les initiatives locales. C'est ce qui a permis la croissance et le développement des relations à travers nos autres réseaux, bâtissant l'appartenance, euh, avenir des jeunes et aussi transition socio-écologique. On a développé un mouvement pan-canadien qui est basé sur le dialogue et sur plusieurs sujets, incluant le revenu viable et la lutte contre la pauvreté. Ça, c'est toujours au cœur de notre travail. Euh, on continue à tisser des liens avec une grande diversité de partenaires. On travaille avec des fondations communautaires, mais aussi avec des tables rondes et des résidents qui veulent développer des solutions à l'échelle locale, des gouvernements locaux, provinciaux, des agences de gouvernement fédéral. En fait, on croit qu'à travers de cette diversité des acteurs, on est capable d'aller plus loin ensemble. À ce moment-là, en 2005-2010, on a soutenu le lancement de Site Living Wage Canada et certifié les organismes employeurs. À travers le temps, on a commencé à bâtir une infrastructure pan-canadien et aussi influencer les politiques et les systèmes. Comme vous pouvez regarder ici, il y a un long chemin parcouru. C'est sûr qu'on va partager cette diapositive avec vous si jamais vous aimeriez réfléchir dans un autre moment sur les détails ici. Mais tout ça, c'est seulement pour vous montrer un peu notre parcours, nos expériences en écoutant les communautés, en travaillant à travers différents secteurs. Et c'est là où on garde l'espoir vers l'avenir. Et on aimerait, c'est sûr, continuer à avoir ces genres de conversations avec les communautés francophones où on a là un grand chemin à traverser ensemble et un chemin qui amène de belles opportunités de collaboration, c'est sûr. Donc, notre approche ancrée dans le changement territorial, on a ici nos trois
éléments de notre travail à l'Institut Tamarack. Comme je l'ai mentionné au début, on travaille beaucoup avec les communautés. On a on a un groupe de directeurs consultants, directrices consultants qui explorent les différentes compétences pour le changement. On va discuter ça un peu plus tard. Mais on travaille aussi à l'échelle de territoire, comme je l'ai mentionné. Et là, c'est notre travail sur le réseau en faveur du changement, et notre cadre réseau, bien sûr. Et on travaille aussi à l'échelle des politiques publiques parce que nous, on croit que c'est, tandis que c'est important de soutenir les compétences pour le changement et développer des réseaux pour favoriser les liens, il est important aussi d'ancrer ces apprentissages et ces efforts dans des efforts en politique publique pour aller vers un changement systémique dans le long terme. D'ici 2030, voici nos rêves. Dans les coins de communauté, on aimerait développer les compétences pour une action concertée. Dans les coins de territoire, on canalise l'action des collectivités pour générer des résultats équitables à l'échelle de la population. Et finalement, dans l'échelle des politiques publiques, on mobilise les collectivités pour transformer les systèmes nationaux et provinciaux territoriaux qui maintiennent la pauvreté. D'ici 2030, on a aussi identifié des objectifs pour atteindre. Et c'est un travail en continu. Il y a des efforts à travers nos réseaux et à travers nos différents domaines de changement pour faire avancer ces priorités. Par exemple, dans les coins de territoire, on aimerait arriver au point où 50% des partenariats territoriaux parviennent à réduire la pauvreté ou un indicateur prioritaire, soit la persévérance scolaire, l'appartenance, l'emploi, etc. Euh, on souhaite aussi avoir la moitié de nos partenariats qui réussissent à combler un écart d'équité. Et on est engagé à avoir tous nos partenariats qui placent le savoir d'expérience au cœur de leur démarche. Donc, on va vous laisser aussi réfléchir par rapport à ces objectifs lorsqu'on partage notre diapositive dans notre courriel de suivi. Mais bref, d'ici 2030, on aimerait que le système se transforme pour que 2 millions de personnes de plus voient leur pauvreté réduite sous toutes ses formes. Mais on a cette question, qu'est-ce que ça veut dire éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes? On va parler de ça un peu plus tard. Oui, exactement. En fait, je vais poursuivre juste par rapport à cette diapo-là. Donc, on a développé et publié l'année passée notre cadre de référence sur l'équité, l'antiracisme et la réconciliation, qui s'intitule en anglais Seeds of Transformation. Puis, ce document est en cours de traduction, donc on va pouvoir vous le partager, on l'espère plus tard cette année en français. Et ça démontre en fait que comment est-ce qu'on fait notre travail à travers cette approche d'équité, d'antiracisme et des réconciliations. Ce n'est pas seulement un ajout, mais c'est vraiment le cœur de notre travail et c'est transversal à tout notre travail. Et à travers ce cadre de référence, on a aussi développé plusieurs outils, dont notamment un outil qui nous permet de poser des questions et de réfléchir pour chacune de nos programmes, de nos actions, comment est-ce qu'on fait en sorte de garder en tête et aussi d'appliquer concrètement les principes d'équité, d'antiracisme et de réconciliation. Donc on peut, je ne sais pas si tu voulais rajouter par rapport à ça, Jorge? C'est bien dit, merci beaucoup, Erika. Oui, donc par rapport à nos principes de base, donc on en a 6 et celles-ci ont été aussi mises à jour quand on a fait le travail de développer le cadre de référence sur l'équité, l'antiracisme et la réconciliation. Donc un de nos principes clés, c'est l'équité et la justice, mais aussi on met au centre de notre travail les liens, la création de liens et l'appartenance. On sait que le travail pour mettre fin à la pauvreté commence avec les communautés, puis on souhaite renforcer les liens entre les communautés pour atteindre ces objectifs. Comme Jorge l'a mentionné aussi, pour nous, c'est important d'ancrer le travail dans le territoire, dans les communautés, dans le lieu. Donc, le lieu est important pour faire ce travail de manière qui est pertinent aussi aux communautés.
On met de l'avant l'approche qu'on va discuter un peu plus tard sur les compétences et les forces des communautés. Donc, c'est à travers ce travail-là qu'on peut aller de l'avant en faisant ressortir les forces que les communautés ont déjà. Puis, bien sûr, on met aussi de l'avant l'apprentissage, le courage qui est clé pour désapprendre et réapprendre des concepts clés qu'on va vous présenter à la prochaine diapo. Et aussi, bien sûr, d'aller vers l'action et l'impact. Donc, au-delà des apprentissages et de la réflexion, on souhaite que nos communautés puissent aller vers l'action. Donc, à Tamarack, on fonctionne avec deux branches. En fait, on a deux euh, grandes branches dans l'organisme. Le premier, c'est le centre d'apprentissage. Et le centre d'apprentissage met à profit 7 compétences au service du changement. Les 7 compétences qui sont énumérées sur la diapositive. Donc, le premier étant l'approche de développement communautaire basée sur les actifs, le DCBA, la collaboration, le leadership collectif, l'engagement communautaire, l'innovation communautaire, l'évaluation d'impact et l'équité. Puis, pour ces compétences, ces 7 compétences au service du changement, on offre des webinaires, des ateliers, des cours, des formations et des séances de coaching pour démarrer le travail d'appropriation de ces concepts, mais aussi d'application au sein des communautés de ces compétences. Donc, on a plusieurs directeurs et directrices conseils au centre d'apprentissage qui travaillent chacun et chacune sur ces compétences au service du changement. Et le deuxième volet de l'Institut Tamarack, c'est les réseaux en faveur du changement. Donc, on en a 4. Le premier étant bâtir l'avenir des jeunes, bâtir l'appartenance, éradiquer la pauvreté et les transitions socio-écologiques. Donc, ces réseaux regroupent plus près de 200 communautés partout au Canada et ailleurs sur l'île de la Tortue et on fournit des activités, des opportunités de réseautage, d'apprentissage, des cohortes, des communautés de pratique, de l'échange de ressources et bien sûr aussi des fonds et des moyens concrets pour renforcer leurs capacités en vue d'atteindre leurs objectifs. Donc, c'est ça les deux grands volets, en fait, de l'Institut Tamarack. Et bien sûr, au cœur de notre travail, comme Jorge l'a mentionné, c'est de mettre fin à la pauvreté. Et pour nous, la pauvreté est multidimensionnelle. Donc, on va s'attaquer à la pauvreté économique à travers le réseau Communauté éradiquant la pauvreté, mais aussi la pauvreté relationnelle à travers le réseau Communauté bâtissant l'appartenance et la pauvreté générationnelle à travers le réseau des communautés bâtissant l'avenir des jeunes et finalement la pauvreté climatique ou environnementale à travers le réseau Communauté en faveur d'une transition socio-écologique. Donc, tous ces différents réseaux, malgré qu'ils travaillent sur des enjeux qui peuvent sembler différents ou distincts, c'est toujours dans la perspective de mettre fin à la pauvreté puisqu'on perçoit la pauvreté comme étant multidimensionnelle. Et bien sûr, l'équité est quelque chose qui est transversal à toutes nos actions. Donc ça, c'est un peu pour décrire ce que je viens de mentionner. En fait, c'est que mettre fin à la pauvreté, pour nous, à Tamarack, signifie aussi de partager la richesse matérielle, d'accroître nos liens entre nous et aussi avec le territoire sur lequel on se trouve, d'assurer la santé des prochaines générations et de la planète et de cultiver un état d'esprit qui est axé sur l'épanouissement, l'équité, l'abondance et la force. Donc, la pauvreté multidimensionnelle, comme je l'ai mentionné, et aussi le travail qu'on fait pour réduire les écarts d'équité. C'est ce qu'on fait à travers nos réseaux en faveur du changement et ça sert à solidifier ou unifier une infrastructure relationnelle et engagée pour pouvoir atteindre nos objectifs. Merci beaucoup, Erika. Donc, on a aussi nos priorités en matière de politique publique. Comme je l'ai mentionné au début, notre travail avec les réseaux, notre travail avec notre centre d'apprentissage est ancré sur des priorités, est ancré aux priorités en matière de politique publique. On a des priorités régionales ainsi que des priorités à travers le Canada. Pour les priorités régionales, on a des enjeux comme la sécurité financière et les revenus des bases garanties. C'est plutôt dans le Canada Atlantique.
On a la réduction de la pauvreté en Alberta, au Manitoba et en Ontario. Et nous avons aussi l'entrepreneuriat en Nouvelle-Écosse. À travers le Canada, on travaille pour mettre fin à la pauvreté. Et dans ces cas, c'est la pauvreté économique. Nous travaillons aussi dans les mouvements vers une stratégie sur l'appartenance, qui jusqu'à aujourd'hui, ça continue à rassembler plus de 2000 personnes qui sont engagées à apprendre comment faire l'appartenance une priorité en matière de politique publique. Nous avons aussi des réflexions sur l'équité climatique, les pouvoirs de lieu, de territoire, et nous avons dans tous nos efforts en matière de politique publique notre cadre de référence pour faire avancer l'équité, l'antiracisme et la réconciliation. Je vais présenter un peu notre impact en action, puis je vais pouvoir répondre à la question qui est dans le clavardage en même temps. Donc, par rapport à nos communautés à qui on fait référence, en fait, l'Institut Tamarack a plus de 200 communautés membres partout au pays. Donc, soit des membres du réseau en faveur de nos réseaux en faveur du changement. Comme j'ai présenté, on a quatre grands réseaux. Un réseau qui s'adresse sur la pauvreté, un autre sur les enjeux d'appartenance, un autre sur les jeunes et sur la transition socio-écologique. Donc, en bleu, vous voyez les communautés qui font partie d'un de ces quatre réseaux, là, sous le titre de Réseau en faveur du changement. Puis, qu'est-ce qu'on veut dire par communauté? Ben, ça peut être une organisation à but non lucratif, ça peut être un groupe de citoyens et citoyennes, ça peut être une municipalité, ça peut être une entreprise sociale qui existe, qui fait ses projets dans une communauté particulière comme Montréal ou Ottawa et qui souhaite renforcer ses compétences et qui va rejoindre l'Institut Tamarack pour acquérir et développer ses compétences, mais aussi pour être en lien avec d'autres communautés un peu partout au pays. On a aussi des membres du centre d'apprentissage. Ça, c'est surtout des membres soit individuels, et je vais pouvoir décrire les différences entre nos memberships plus tard, ou le centre d'apprentissage offre aussi des services de consultation. Donc, nos directeurs, directrices conseils qui ont une expertise, par exemple en évaluation d'impact, vont offrir des mandats de consultation ou vont avoir des mandats de consultation avec des fondations, des universités, des entreprises privées, différents niveaux de gouvernement. Ça dépend, ça varie vraiment selon les mandats. Donc, les points orange que vous voyez sur la carte, c'est les partenaires du centre d'apprentissage qui collaborent avec les directeurs et directrices conseils du centre d'apprentissage. Au courant de la dernière année, on a quand même eu la chance de réfléchir un peu à c'est quoi nos priorités ou c'est quoi les priorités pour les membres, les communautés membres des réseaux en faveur du changement et quelles sont les leçons qu'on tire et qu'on amène en 2026. Donc, notre collègue Allison a écrit un article qui tire les apprentissages clés que les communautés ont nommés parce qu'on organise plusieurs rencontres à l'année qui permet aux membres de différentes communautés qui font partie des différents réseaux de se réunir pour discuter c'est quoi leurs apprentissages, c'est quoi leurs priorités pour l'avenir. Donc, quelques leçons que je vais mentionner aujourd'hui. Premièrement, le changement peut avoir lieu avant même la mise en place de stratégies formelles. Donc, parfois, on attend de mettre en place des stratégies formelles pour aller vers l'action et le changement, mais nos communautés nous disent que on peut faire changer les choses même avant avoir de stratégie. Par la suite, les liens qu'on développe, c'est pas un résultat secondaire, mais c'est vraiment une condition essentielle pour faire avancer les choses. Puis ça, on le voit à travers le pays. Vraiment, la création de liens est important pour faire avancer le travail, peu importe le réseau. Un travail plus lent et plus intentionnel peut mener à des résultats plus importants et durables. Donc, de prendre le temps de bien faire les choses et de prendre le temps de se parler. Puis finalement, la collaboration se développe lorsque la compétition cède sa place à la confiance et à des objectifs partagés. Donc, en matière de plaidoyer, les relations qu'on entretient avec nos vis-à-vis comptent beaucoup plus que les résultats qu'on souhaite obtenir. Et ça, c'est une citation d'un de nos membres qu'on souhaite mettre de l'avant pour nos actions en 2026.
Merci beaucoup, Erika. Nous avons aussi quelques réflexions concernant, par rapport à la question sur les membres, les communautés, concernant notre cadre de développement communautaire et on appelle ce cadre trajectoire communautaire. Voici ici, nous vous présentons les différentes étapes. On a quatre étapes pour l'engagement avec nos communautés à travers nos différentes compétences pour le changement, le leadership collectif, les stratégies collaboratives, l'engagement communautaire, l'innovation communautaire ainsi que l'évaluation de l'impact. Et comme on peut le constater ici, c'est quand même équilibré. Et on dirait que la troisième étape est un peu plus vague que les autres, mais nos membres travaillent à différentes échelles. La première, c'est accroître le niveau de préparation. Ça, c'est vraiment, il s'agit d'établir les fondements pour travailler ensemble. Ainsi, nous avons mobilisé en faveur d'une action communautaire, la mobilisation citoyenne, bien sûr, mettre en œuvre et adapter, et finalement maintenir et réviser. Et lorsque les membres sont prêts à avancer vers la quatrième étape, on commence à avoir des réflexions pour mieux comprendre les besoins et les aspirations d'un membre vers l'avenir. Et des fois, on a des membres qui sont un peu, qui reculent un peu vers la deuxième, la troisième étape ou la première, mais c'est vraiment correct. Pour nous, c'est plutôt comprendre les besoins des membres à travers cette trajectoire communautaire pour mieux outiller les membres et mieux connecter les membres les uns et les autres. Je peux présenter ici la lettre ouverte des organismes sans but lucratif et des organismes de bienfaisance canadiens, envoyeurs de fonds privés et philanthropiques. Ça, c'est un effort de mobilisation. Comme je l'ai dit, on joue des fois un rôle de plaidoyer pour avoir des conversations qui incitent à la réflexion sur l'état du milieu philanthropique et la façon dont on peut collaborer de façon constructive, les milieux communautaires, mais aussi le gouvernement et les milieux philanthropiques pour faire avancer les changements menés par les communautés. Jusqu'à aujourd'hui, on a eu une centaine de signataires qui continuent à se joindre à ces mouvements. Et encore une fois, c'est basé dans la construction, la co-création et dans un effort de mieux comprendre quelles sont les opportunités pour travailler de façon équitable et basée sur la confiance avec la philanthropie. Si jamais vous êtes intéressé à en apprendre plus par rapport à cet effort, on va partager avec vous dans les courriels de suivi les liens vers cette publication et on aimerait beaucoup avoir vos commentaires. Nous aimerions partager aussi un moment très important pour nous. L'année dernière, c'était un effort de collaboration avec l'Agence de la santé publique du Canada. Comme Erika et moi, on avait expliqué, notre travail avec les réseaux et les compétences pour le changement est vraiment ancré sur les politiques publiques aussi. Et l'année dernière, le travail de notre réseau était reconnu par l'Agence de la santé publique du Canada comme une force qui contribue à renforcer la capacité municipale à mobiliser les personnes ayant une expérience vécue. Euh, cette reconnaissance inclut aussi le travail sur l'appartenance, et cela dit, c'est un travail très important dans le cadre de l'engagement et la mobilisation multisectorielle. On avait appris il y a quelques années dans le cas des États-Unis les rôles des différents secteurs, surtout les gouvernements, pour appuyer les mouvements sociaux. Et tandis qu'on est dans un moment où peut-être on a des conflits, on voit qu'il y a beaucoup de différentes perspectives, surtout qui viennent dans les États-Unis. Il y a quand même des signes d'espoir dans le passé qui nous ont incités à continuer à trouver des façons à s'engager avec le gouvernement. Dans le cadre du gouvernement du Canada, voici une façon. Euh, Finalement, je vous invite, si vous êtes curieux, à apprendre un peu plus par rapport à les rapports je m'excuse, je vais le dire en anglais, Surgeon General aux États-Unis qui a fait un rapport sur l'état de la solitude. C'est un moment de beaucoup d'apprentissage pour nous
qui nous a incité à explorer cette opportunité de collaboration avec l'Agence de la santé publique du Canada pour ce rapport. Donc, on a d'opportunités d'engagement qui on aimerait partager avec vous. Et je te passe les bâtons, Erika. Oui, merci beaucoup et désolée pour l'interruption plus tôt, je me suis trompée de diapo. Donc maintenant, je C'est suis vraiment sur correct. les bonnes diapos. On va vous parler un peu plus de l'adhésion à l'Institut Tamarack. Donc, il y a deux façons que vous pouvez devenir membre. En fait, on a développé deux adhésions très récemment. On vient d'ouvrir l'adhésion individuelle cette année. Mhm. Et je vais aussi mettre dans le clavardage le lien vers notre site web. Donc, on a une adhésion de groupe. Cette adhésion de groupe, l'objectif, c'est vraiment de travailler sur l'action collective et la transformation systémique. Le public cible pour l'adhésion de groupe, c'est les groupes communautaires, les organismes sans but lucratif, les municipalités, les collectifs ou même des groupes de citoyens qui œuvrent ensemble pour réduire les inégalités et qui souhaitent avoir un soutien spécialisé pour à la fois aider leurs équipes à l'interne d'harmoniser leur stratégie mais aussi pour bâtir une infrastructure sociale et réaliser une transformation communautaire à plus grande échelle. Parce que comme je le mentionnais plus tôt, l'adhésion de groupe en fait permet l'accès à un des quatre réseaux en faveur du changement ou même plus qu'un des réseaux si vous le souhaitez, selon la mission de votre organisme et sur quels enjeux vous vous engagez. Vous pouvez participer à des rencontres d'un des quatre ou plusieurs des quatre réseaux en faveur du changement. Donc ça, c'est l'adhésion de groupe. Et sinon, il y a l'adhésion individuelle. Ça, c'est plus l'objectif, c'est vise le développement des compétences personnelles. Donc, on cible par exemple des acteurs et actrices du changement. Ça peut être un leader d'organismes communautaires ou d'une entreprise sociale, par exemple, qui souhaite approfondir ses compétences comme individu en matière de transformation sociale. Puis cette adhésion, elle est plus liée au centre d'apprentissage que j'ai présenté plus tôt et ça permet un perfectionnement professionnel grâce à du coaching avec un de nos directeurs ou directrices conseils. Et aussi, on a une communauté de pratique qui vient d'être lancée pour partager l'apprentissage entre les pairs et accélérer le développement des compétences. Mais encore une fois, ça, c'est plus axé sur l'individu et non l'organisme en tant que tel. Est-ce que Jorge, tu aimerais rajouter quelque chose par rapport au membership? Non, c'est bien dit. Merci beaucoup, Erika. Génial. Et aussi, j'aimerais préciser qu'on a plusieurs activités qui sont ouvertes à tous et à toutes, peu importe si vous êtes membre de l'Institut Tamarack ou pas. Donc, on a notre centre d'apprentissage, comme je l'ai mentionné, qui ont une page web avec une variété d'ateliers, de webinaires, de cours qui sont offerts à l'année longue. Les webinaires sont gratuits, puis les ateliers et les cours ont des tarifs associés. Et on a aussi une variété de communautés de pratique et de cohortes. Certaines communautés de pratique sont ouvertes au public. Par contre, la majorité sont exclusivement pour les membres de l'Institut Tamarack. Donc, je vais présenter quelques opportunités qui s'en viennent. Puis ensuite, on pourra aller dans la période de discussion. Donc, la première, c'est la cohorte sur l'adaptation et la résilience des communautés. Ça, c'est une cohorte qui va être lancée en avril et qui va durer 8 mois, donc jusqu'en novembre, et qui va comprendre des rencontres mensuelles qui sont à la fois avec des experts sur l'adaptation et les changements climatiques, mais aussi à travers cette cohorte, on souhaite que les organismes qui participent peuvent adresser des défis ou des barrières à l'implémentation, à l'action. Donc, on souhaite que, peu importe si c'est une municipalité, un organisme communautaire ou un groupe de citoyens qui ont développé un plan d'adaptation et de résilience pour leur communauté pour faire face au changement climatique et qui souhaitent renforcer leurs compétences, par exemple en collaboration, en évaluation cet espace est vraiment pour vous, pour permettre aux organismes de développer ces compétences, de les renforcer et de passer à l'action. Donc ça, c'est vraiment l'objectif clé de la cohorte, c'est vraiment de faire en sorte que les communautés qui participent soient plus à l'aise de passer à l'action à la fin. Donc la date limite pour postuler, c'est le 25 mars.
Et pour ceux et celles qui ont des questions, vous pouvez me rejoindre directement. Puis c'est ouvert aux membres et aux non-membres et on invite les non-membres à devenir membres de l'Institut Tamarack à travers leur participation à la cohorte. Donc ça, c'est un exemple d'activité. Un exemple d'activité. Sinon, on a aussi deux ateliers à venir. Ça, c'est ouvert au grand public. Donc, on a un atelier sur le financement et la mobilisation des ressources qui sera animé par deux consultants avec qui on travaille depuis très longtemps. Donc, on va permettre aux BNL, c'est vraiment le public cible pour cet atelier, à réfléchir à leur stratégie philanthropique pour mobiliser des ressources pour leur organisme. Sinon, on a aussi un autre atelier qui va être animé par notre directeur conseil en évaluation d'impact sur comment créer une théorie du changement. Donc, vous pouvez accéder à ces deux ateliers via le lien que j'ai mis dans le clavardage par rapport au centre d'apprentissage et n'hésitez pas à vous inscrire ou à partager dans vos réseaux si c'est quelque chose qui vous intéresse. Sinon, on a aussi sur notre site web une panoplie de ressources, d'articles, d'outils qui pourraient vous être utiles ou qui pourraient vous intéresser, notamment un article qui vient de sortir récemment sur le changement basé sur le lieu et dirigé par la communauté. Et dans le passé, on a aussi publié une variété d'articles, que ce soit sur comment impliquer des groupes en quête d'équité dans la communauté, dans vos projets communautaires, ou sur plusieurs autres sujets qui sont en lien avec le travail de l'Institut Tamarack et aussi en lien avec le travail des quatre réseaux. Donc, on vous invite à consulter ces outils-là sur notre site. Puis sinon, je pense qu'on aimerait aussi vous entendre parler si vous avez des questions par rapport à notre travail, à ce qu'on a présenté. Et sinon, on a aussi des questions pour vous si jamais vous souhaitez vous lancer dans la discussion.